La notification de ma banque est arrivée à 3h47 du matin, un mardi. Alerte, dépôt important reçu 98 000 $. Je fixais l'écran de mon téléphone dans l'obscurité de ma chambre, la confusion me submergeant comme une douche glacée. Il devait forcément y avoir une erreur. Depuis 3 ans, je travaillais des journées de 18 heures, gravissant les échelons d'une entreprise de marketing qui exigeait tout de ses employés. En tant que l'une des rares femmes en poste de direction, je devais travailler 2 fois plus pour prouver que je méritais chaque promotion, chaque augmentation, chaque once de respect. La BMW M5 garée dans mon garage n'était pas qu'une voiture, c'était une preuve. La preuve que je pouvais réussir dans un monde d'hommes, la preuve que toutes ces nuits passées à choisir des tableaux Excel plutôt que des rendez-vous en valaient la peine, la preuve que je n'avais besoin de personne pour prendre soin de moi. Mon frère Marcus avait la clé de secours. Je la lui avais confiée 6 mois plus tôt, quand j'étais partie à Londres pour un voyage d'affaires d'1 mois, lui demandant de la démarrer de temps en temps pour maintenir la batterie. Il était entre 2 emplois à ce moment-là encore et je pensais que l'aider avec de petites tâches lui donnerait peut-être un but. Marcus avait toujours été le préféré de maman, le charmeur capable de se sortir de tout par la parole, alors que j'étais la fille responsable, celle qui nettoyait les dégâts des autres sans jamais demander d'aide. L'appel arriva 20 minutes après l'alerte bancaire. « Salut, Emma. » Sa voix était différente. Nerveuse. Coupable. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ai-je 100 000 $ sur mon compte ? » Un silence s'étira entre nous comme un gouffre. « Je peux t'expliquer. » « Où est ma voiture ? » ?»« Emma, écoute, j'allais te le dire. » »« Me dire quoi ? » ?»« Que tu as vendu ma BMW ? » Ma voix se brisa. J'avais 31 ans, et je sentais que j'allais pleurer pour la première fois depuis l'enterrement de papa, 5 ans plus tôt. Jessica et moi, on a eu une opportunité. Il y a ce complexe de luxe à Dubaï, le Burj Al Arab, et il proposait un forfait exclusif. « Tu as vendu ma voiture pour des vacances ?» Les mots ne sortirent qu'en un souffle. Je n'arrivais pas à y croire. Ce n'est pas juste des vacances, Emma. C'est une opportunité d'affaires. Le cousin de Jessica a des contacts aux Émirats. Immobilier, tourisme. Ce voyage pourrait changer nos vies. Je te rembourserai, je te le jure. Avec des intérêts. Tu sais que je tiens parole. Mais je ne le savais pas, Marcus n'avait jamais tenu parole pour autre chose que des déceptions. Je raccrochai. Les 3 jours suivants, j'appelais malade pour la première fois de ma carrière. Je restais dans mon garage, fixant la tache d'huile à l'endroit où ma voiture se trouvait autrefois. Le vide ressemblait à une blessure qui ne cessait de saigner. Je pensais à toutes ces fois où j'avais choisi le travail plutôt que les relations, à tous ces hommes qui m'avaient traité de « glacial » ou « trop concentré sur ma carrière », à tous ces amis qui avaient cessé de m'inviter parce que j'étais toujours trop occupée. J'avais tout sacrifié pour réussir, et le symbole le plus tangible de ce succès avait été vendu, comme si cela ne comptait pas. Marcus publiait des photos sur les réseaux sociaux depuis Dubaï. Lui et Jessica trinquant au champagne dans un restaurant sous-marin. Nageant avec des dauphins à Atlantis. Faisant du shopping dans des souks d'or où Jessica posait avec des sacs valant sans doute plus qu'un loyer mensuel. Chaque image était une gifle. Ma voiture, mes 3 années de sacrifice, mon symbole d'indépendance, était devenu leur terrain de jeu. Ma mère m'appela. « Tu dois lui pardonner », dit-elle avec ce ton qu'elle avait toujours utilisé toute ma vie pour défendre Marcus. « C'est ton frère. La famille est plus importante que les choses matérielles. Et puis, tu as réussi maintenant, tu pourras toujours t'acheter une autre voiture. » Mais elle ne comprenait pas. Ce n'avait jamais été une question de voiture. C'était la présomption que mon travail acharné était une sorte de propriété commune. C'était le fait d'être la fille fiable que tout le monde attendait de voir arranger les choses, comprendre, se sacrifier en silence. C'était de réaliser que même ma propre famille considérait mes réussites comme des ressources auxquelles ils pouvaient puiser sans permission. « Maman, si papa était encore en vie, laisserais-tu quelqu'un vendre sa collection de montres pour financer ses vacances ?» Le silence m'apprit tout ce que je devais savoir. Les montres de papa reposaient dans un coffre-fort, intouchable, sacré. Mais ma voiture ? Mon accomplissement ? Cela, apparemment, était en libre service. 2 semaines après le début de leur voyage, Jessica le quitta. Elle avait rencontré un riche homme d'affaires norvégien au complexe et décida de prolonger son séjour sans Marcus. Il m'appela depuis l'aéroport international de Dubaï, et je pouvais l'entendre pleurer. Elle a tout pris, Emma. Les bijoux que je lui avais achetés, la moitié de l'argent, tout. Elle m'a dit qu'elle ne m'avait jamais aimé,
que je n'étais qu'un billet d'entrée dans ce style de vie. Je suis coincée ici avec une carte maxée et à peine assez pour une auberge de jeunesse. Une partie de moi voulait raccrocher. Une partie de moi voulait qu'il comprenne enfin ce que signifient les conséquences. Mais c'était mon frère, et malgré tout, je ne pouvais pas le laisser devenir une autre statistique d'Américains bloqués à l'étranger. Il y a un vol qui part de Dubaï à 23 heures, heure locale. Vol Emirates 447 vers JFK. Je vais t'acheter un billet, mais ça viendra de l'argent de la voiture. Et Marcus? Ouais. Quand tu reviendras, c'est fini. Je t'aide une dernière fois parce que maman ne me le pardonnerait jamais si je ne le faisais pas. Mais après ça, tu te débrouilles. Plus de sauvetage, plus de prêts jamais remboursés, plus jamais cette idée que c'est à Emma de tout arranger. Le silence à l'autre bout du film me fit comprendre qu'il avait enfin saisi que ses actes avaient des conséquences au-delà de sa propre vie. Marcus rentra 3 semaines plus tard, bronzé mais les yeux vides. Il avait perdu 9 kilos et paraissait avoir vieilli de 10 ans. L'opportunité d'affaires n'avait été qu'un fantasme inventé par Jessica pour justifier le voyage. Son cousin n'existait pas. La femme à qui il avait confié son cœur et ma voiture l'utilisait depuis le début, probablement avec l'intention de trouver quelqu'un de plus riche dès leur arrivée. Il vint chez moi avec un chèque de banque de 76 000 $, tout ce qui restait après son vol de retour, ses dettes accumulées et ce que Jessica avait pris. Ce n'est pas suffisant, dit-il, fixant mon plancher de bois au lieu de me regarder. Je sais que ce n'est pas suffisant. Mais je trouverai le reste. Je prendrai un boulot, s'il le faut. Je regardais mon petit frère, celui qui m'avait protégé autrefois quand les brutes se moquaient de mes grosses lunettes et de mon air sérieux, celui qui m'avait appris à donner un coup de poing et à changer un pneu, et je ne ressentis rien d'autre qu'une immense tristesse. L'argent n'est pas le problème, Marcus. Tu pourrais me rendre chaque centime demain, cela ne réparerait pas ce que tu as brisé. Il se mit à pleurer alors. De vraies larmes, pas les larmes de crocodile qu'il utilisait pour se tirer d'affaire auprès de maman depuis notre enfance. Je croyais être malin, Emma. Je pensais pouvoir provoquer un grand coup, te rembourser le double, et qu'enfin, pour une fois dans ma vie, tu serais fière de moi au lieu d'être déçue. Tu sais ce que ça fait d'être le raté de la famille? De voir ma grande sœur réussir tout ce qu'elle entreprend pendant que je n'arrive même pas à garder un boulot dans une concession automobile? Un instant, mon cœur se fissura. Je revis le petit garçon qui me tressait les cheveux quand j'étais stressée par les examens, qui me disait que j'étais la personne la plus intelligente qu'il connaissait, qui me promettait de toujours veiller sur moi même si j'étais l'aîné. Mais je me rappelais ensuite le garage vide, la confiance trahie, et cette idée implicite que mon travail acharné constituait son fond d'urgence personnelle. Être fier de toi signifie te voir gagner quelque chose, Marcus. Cela veut dire te voir tenir ta parole. Cela veut dire savoir que tu accordes de la valeur aux autres, que tu me valorises, moi assez pour réfléchir à l'impact de tes actes sur eux. Je marquai une pause, ressentant le poids de toutes ces années de ressentiment et de déception. J'ai passé ma vie entière à être la responsable. À prendre soin des autres, à réparer leurs problèmes, à être le plan de secours quand les rêves des autres s'effondraient. J'ai acheté cette voiture avec l'argent gagné en ratant des repas de Noël parce que je travaillais, en refusant des rendez-vous parce que j'avais des présentations à préparer, en choisissant l'ambition plutôt que tout ce qui rend la vie agréable. Et toi, tu l'as vendue comme si de rien n'était. 6 mois plus tard, Marcus me surprit. Il trouva non pas 1, mais 3 emplois. Ouvrier de chantier le jour, serveur le soir, et caissier dans une épicerie le week-end. Toutes les 2 semaines, comme une horloge, il déposait de l'argent sur mon compte. De petites sommes, 400 $, 600 $, ce qu'il pouvait épargner après le loyer et la nourriture. Avec les 76 000 $, j'achetais une Honda Accord d'occasion. Pratique, fiable, avec une excellente consommation d'essence. Rien à voir avec la BMW, mais elle m'emmenait là où j'avais besoin d'aller sans crédit. Je mis les remboursements de Marcus sur un compte épargne séparé et essayai de ne pas y penser. Les premiers mois furent les plus durs. Je me surprenais à chercher la BMW sur les parkings, à ressentir une fierté fantôme avant de me rappeler qu'elle n'était plus là. Pire encore, je réalisais combien mon identité s'était construite autour de cette voiture. Sans elle, je devais affronter la question de qui j'étais au-delà de mes réussites, au-delà de ma capacité à réussir malgré les faibles attentes des autres. Je commençai une thérapie. Le docteur Rodriguez m'aida à comprendre que ma colère ne portait pas vraiment sur la voiture, mais sur une vie entière passée à être considérée comme acquise, à voir mes limites ignorées, à être perçue comme une ressource plutôt que comme une personne avec ses propres rêves et besoins. « Qu'est-ce que tu voulais que cette voiture prouve » demanda-t-elle un jour. Que j'avais réussi.
Que je n'avais besoin de personne. Et est-ce que ça l'a prouvé? J'y réfléchis longtemps. Non. Si quelque chose, ça a prouvé à quel point j'étais seule. J'avais cette voiture magnifique et coûteuse, et personne avec qui la partager. Personne qui comprenne ce qu'elle signifiait pour moi. Il fallut 18 mois à Marcus pour me rembourser les 24 000 $ restants. Quand il fit le dernier versement, il ne m'appela pas, il se présenta à ma porte. Je le reconnus à peine. Ses rondeurs avaient disparu, remplacées par le corps sec de quelqu'un qui fait un travail physique. Ses mains étaient calleuses, son visage plus marqué, mais il dégageait une solidité qui n'avait jamais existé auparavant. « C'est fini », dit-il simplement. « Je sais que ça ne répare pas tout entre nous, mais je voulais que tu saches que cette fois, j'ai tenu ma parole. » J'avais préparé ce moment pendant des mois, répété ce que je dirais. Mais en le voyant là épuisé, humble, changé, je sentis quelque chose se déplacer en moi. « Marcus, il faut que tu saches quelque chose. J'ai économisé chaque centime que tu m'as rendu. Tout est sur un compte rémunéré. » Son visage exprima une dizaine d'émotions avant de se figer dans la confusion. « Pourquoi ? » Parce qu'au bout d'environ 6 mois, quand tu continuais à me rembourser alors qu'on voyait que tu n'avais pas mangé à ta faim depuis des semaines, j'ai compris quelque chose. Tu n'étais plus la même personne qui avait vendu ma voiture. Cette personne était égoïste, impulsive, et pensait que son charme suffisait à tout arranger. Celle-ci tenait une promesse même si ça le détruisait à petit feu. « Emma. Je ne vais pas te rendre l'argent, » l'interrompis-je. « Mais je veux te proposer quelque chose. Il y a un petit cabinet de conseil en marketing au centre-ville qui coule. Bonne clientèle, bonne réputation, mais le propriétaire veut prendre sa retraite et n'a rien prévu pour la suite. J'y réfléchis depuis un moment, me lancer à mon compte, devenir ma propre patronne au lieu de rendre les autres riches. Tu veux qu'on devienne partenaire ? » Le silence s'étira si longtemps que je me demandais si je n'avais pas trop poussé mon avantage. « Tu me ferais confiance pour ça ? Après tout ce qui s'est passé ? » Je ferai confiance à l'homme qui a travaillé 3 emplois pendant 18 mois pour tenir sa parole. La vraie question est de savoir si toi, tu as confiance en l'homme que tu veux être désormais. Nous nous retrouvâmes le lendemain matin dans un café près du cabinet de conseil en difficulté. Marcus paraissait différent à la lumière du jour, plus âgé, plus sérieux, mais avec une authenticité que son ancien charme n'avait jamais possédée. « Je veux que tu saches, » dit-il en enserrant sa tasse de café de ses mains calleuses, « que perdre Jessica a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Pas parce qu'elle était une profiteuse, mais parce que cela m'a forcé à voir qui j'étais vraiment. J'étais un homme capable de voler sa propre sœur et d'appeler ça une opportunité. J'étais un homme qui valorisait l'opinion d'étrangers plus que la confiance de sa famille. » Il leva les yeux vers moi, et je vis dans son regard plus d'honnêteté que depuis notre enfance. « Je ne peux pas effacer la vente de ta voiture, Emma. Mais je te jure que l'homme assis en face de toi aujourd'hui préférerait se couper la main plutôt que de te trahir à nouveau. » 4 ans plus tard, Harrison et Associates Marketing comptent 15 employés et 2 bureaux dans 2 villes. Marcus s'occupe des relations clients et de la stratégie créative, tandis que je gère les opérations et le développement commercial. Il est marié maintenant avec Anna, une assistante sociale qui voit au-delà de son charme réformé pour reconnaître l'homme bien qu'il est devenu, et qu'il aime non pas malgré son passé, mais parce qu'il a travaillé si dur pour changer. Ils attendent leur premier enfant, une fille qu'ils prévoient d'appeler Emma Rose. Quand Marcus me l'a annoncé, j'ai pleuré pour la 2e fois depuis la mort de papa. Je conduis toujours la Honda Accord. Je pourrais à nouveau m'offrir une voiture de luxe, mais j'ai appris la différence entre les symboles et la substance. La BMW représentait celle que je croyais devoir être pour prouver ma valeur. L'Accord représente celle que je suis réellement, pratique, fiable, et plus préoccupée par ma destination que par le véhicule que je conduis. Je fréquente quelqu'un désormais. David est professeur d'histoire au lycée, il me fait rire et ne se soucie pas du fait que je gagne 3 fois son salaire. Il dit qu'il est tombé amoureux de moi non pas pour mon succès, mais pour la façon dont mes yeux brillent quand je parle de la petite agence de marketing que nous avons sauvée le mois dernier, de la manière dont nous avons gardé 12 personnes employées et transformé une entreprise en faillite en une société florissante. Parfois, Marcus et moi parlons de cet été où tout s'est effondré. Lui l'appelle son « désastre de Dubaï », mais j'ai compris que c'était bien plus que ça. C'était le moment où nous avons tous deux cessé de prétendre être des gens que nous n'étions pas. Il a cessé d'être le charmeur raté qui attendait d'être sauvé, et j'ai cessé d'être la reine de glace qui croyait que la réussite pouvait remplacer les liens humains. Mon frère a vendu ma BMW de 100 000 $ pour payer un voyage de luxe à Dubaï avec sa petite amie. Ce faisant, il a perdu la voiture, la fille, et il a failli me perdre moi.
Mais dans les décombres de cette trahison, nous avons tous deux découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quelle machine, la différence entre les personnes que nous pensions devoir être et celles que nous étions capables de devenir. La tache d'huile est toujours là, dans mon garage, une ombre légère à l'endroit où la BMW se trouvait autrefois. Mais aujourd'hui, elle ne me met plus en colère. Elle me rappelle que parfois, nos leçons les plus coûteuses ne nous apprennent pas seulement sur qui nous pouvons compter, mais aussi sur qui nous pouvons devenir quand tout ce que nous croyons nous définir disparaît. Anna m'a un jour demandé si je regrettais d'avoir acheté une voiture aussi chère pour qu'elle soit volée par mon propre frère. Je lui ai dit la vérité, je regrette de l'avoir achetée pour de mauvaises raisons. Mais je ne regrette pas ce qui s'est passé ensuite, parce que perdre quelque chose que je croyais indispensable m'a appris à reconnaître ce que je voulais réellement, une famille qui sache que ma valeur ne se mesure pas à mon compte bancaire, une entreprise fondée sur la confiance plutôt que sur l'exploitation, et la certitude que les fondations les plus solides ne reposent pas sur ce que nous possédons, mais sur ce que nous choisissons de devenir quand tout s'écroule.